Je m'appelle Marguerite. J'ai 83 ans. Un médecin m'a dit un jour qu'il me restait peut-être 5 ans. C'était il y a 11 ans. Il n'était pas cruel à ce sujet, juste clinique. Il a regardé mon dossier, m'a regardé et l'a dit comme s'il lisait les prévisions météo. Compte tenu de votre âge et de ces indicateurs, Madame Dubois, nous regardons probablement 5 à 7 ans. Peut-être moins. Je me souviens d'être assise là dans ce bureau stérile, le papier crissant sous moi chaque fois que je bougeais, pensant à toutes les choses raisonnables que j'étais censée penser. Mettre mes affaires en ordre, dire au revoir, me préparer. Au lieu de cela, j'ai pensé à ma voisine, Hélène. On lui avait donné 3 mois. Il lui a fallu encore 2 ans pour partir, et elle a passé la plupart de ce temps à jardiner. Et puis il y avait le frère de Richard, Tom, l'image de la santé à 72 ans. Mort 6 semaines après sa retraite, les médecins ne savent pas tout, mais ils savent certaines choses. Et au fil des années, 11 ans que je n'étais pas censée avoir, j'ai commencé à remarquer des schémas, pas dans les graphiques ou les études, bien que ceux-là existent aussi. Je les ai remarqués chez les gens, en moi-même, chez ceux qui s'en sortaient et ceux qui ne s'en sortaient pas. Il y a des signes discrets, du genre que vous ne pensez pas importants jusqu'à ce que vous ayez vu assez de gens disparaître. Je vais vous parler de 7 d'entre eux. Pas parce que je veux vous effrayer, mais parce que j'ai appris que le corps chuchote avant de crier, et la plupart d'entre nous passons notre vie trop occupés pour écouter. Ça a commencé avec mes mains. J'avais 74 ans. Richard était encore en vie alors, bien qu'à peine. Son esprit avait commencé à partir, et je faisais presque tout dans la maison. Un matin, j'essayais d'ouvrir un bocal de cornichons. J'ai tourné et tourné. Rien. Je l'ai posé. J'ai réessayé. Ma main a juste glissé. Pas de prise. Comme si mes doigts s'étaient transformés en papier. Je suis restée là, fixant ce bocal, sentant quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas les cornichons. C'était la réalisation que je ne pouvais pas faire quelque chose que j'avais fait 1000 fois auparavant sans y penser. Je ne l'ai mentionné à personne. Qu'aurais-je dit ? Je ne peux plus ouvrir un bocal. Ça semblait ridicule. Des bêtises de vieille dame, mais ça continuait à arriver. Les sacs d'épicerie semblaient plus lourds. Tourner les poignées de porte demandait un effort. J'ai commencé à utiliser 2 mains pour des choses que je faisais avec une seule. Et j'ai remarqué, parce qu'à ce moment-là je faisais attention, que mes mains semblaient plus minces. La peau lâche, les veines plus proéminentes, comme si quelque chose disparaissait de l'intérieur. Je suis allée voir le docteur Lemoine. Il était plus jeune que mes enfants, ce qui me faisait toujours me sentir antique, mais il était minutieux. Force de préhension, dit-il, me tendant ce petit appareil qui ressemblait à un jouet. Serrez aussi fort que vous pouvez. Je l'ai fait. Il a regardé le chiffre et n'a rien dit tout de suite. « C'est grave ?» ai-je demandé. « C'est faible, dit-il prudemment. Plus faible que ce que j'aimerais voir. » Il l'a expliqué de cette manière polie et clinique que les médecins utilisent quand ils essaient de ne pas vous alarmer. La force de préhension, dit-il, est l'un des plus forts prédicteurs de mortalité chez les personnes âgées. Plus fort que la tension artérielle, plus fort que le cholestérol. Vos mains racontent l'histoire de tout votre corps, masse musculaire, circulation, fonction neurologique. Si vous ne pouvez pas tenir bon, dit-il, cela signifie généralement que vous perdez prise sur beaucoup d'autres choses aussi. Je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré. Pas à cause des cornichons. Parce que je comprenais ce qu'il disait vraiment, mon corps lâchait prise. Mais voici ce que je ne savais pas alors. Ce n'était pas inévitable. J'ai commencé petit. Le docteur Lemoine a suggéré des exercices. Serrer une balle de tennis, porter de petits poids, faire des choses avec mes mains qui demandaient un effort. Je me sentais ridicule au début, assise dans ma cuisine à serrer une balle en caoutchouc comme une enfant, mais j'ai persisté. 3 mois plus tard, j'ai ouvert un bocal de sauce tomate du premier coup. Ça semble être rien. Mais debout là dans ma cuisine, tenant ce bocal ouvert, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'ai senti qu'il me restait encore un peu de combat. Signant,
votre force de préhension. Si vous avez plus de 70 ans, essayez ceci. Maintenant, fermez le poing, serrez aussi fort que vous pouvez. Est-ce que ça semble fort? Ou est-ce que ça semble que votre main fait juste les gestes? Votre prise n'est pas juste pour ouvrir des bocaux. C'est une fenêtre sur tout votre corps. Une prise faible signifie des muscles faibles. Des muscles faibles signifient que vous êtes plus susceptible de tomber, plus susceptible de perdre votre indépendance, plus susceptible de... Eh bien, vous savez, je ne voulais pas croire que ça importait, mais c'était le cas. Et au moment où j'ai commencé à y faire attention, vraiment attention, j'ai commencé à récupérer une partie de ma vie. Signe 2, votre vitesse de déplacement. La deuxième chose que j'ai remarquée était ma marche. J'avais toujours été une marcheuse. Même après que Richard soit tombé malade, je faisais un tour du pâté de maison tous les matins. 20 minutes, rythme régulier. Ça me vidait la tête. Mais vers 76 ans, j'ai réalisé que je ne marchais plus le même parcours. Je l'avais raccourci. Pas consciemment. Je m'arrêtais juste plus tôt. Je me disais que j'étais fatiguée. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Un matin, je traversais la rue près de la poste. Le feu est passé à l'orange. J'ai essayé de me dépêcher. Je ne pouvais pas. Mes jambes ne voulaient tout simplement pas bouger plus vite. J'ai réussi à traverser, mais de justesse. La voiture qui attendait n'a pas klaxonné, mais j'ai vu le visage du conducteur, ce regard, celui qui dit « Vous ne devriez pas être dehors seul ». Je suis rentrée chez moi tremblante, pas parce que j'avais failli être heurtée, parce que j'ai réalisé que si j'avais été heurtée, ça aurait été ma faute. Je n'étais plus assez rapide. Mon corps ne pouvait pas faire ce que mon cerveau lui disait de faire. J'ai commencé à faire attention après ça, à observer les gens. Il y avait une femme que je voyais parfois à l'épicerie, plus âgée que moi, peut-être mi-80, mais elle bougeait vite, stable, confiante. Elle ne traînait pas des pieds, n'hésitait pas. Et puis il y avait un homme, probablement plus jeune que moi, qui bougeait comme si chaque pas faisait mal. Lent, instable. Il s'arrêtait au bout de l'allée comme s'il avait besoin de reprendre son souffle. Je me demandais lequel des deux serait encore là dans 5 ans. Je sais que ça semble morbide, mais c'est vrai, on peut le voir. Ceux qui traversent le monde comme s'ils y appartenaient encore et ceux qui sont déjà à moitié partis. Je ne voulais pas être à moitié partie, alors j'ai recommencé à marcher. Vraiment marcher. Pas juste jusqu'à la boîte aux lettres. J'ai mis un minuteur, 20 minutes, pas de raccourci. Certains jours, ça semblait impossible. Mes genoux me faisaient mal. Mon dos protestait. Mais j'ai continué, et lentement je suis devenue plus rapide. Pas beaucoup, je ne cours pas de marathon, mais je peux traverser la rue maintenant sans paniquer. Je peux suivre quand Sarah, Emma et moi marchons jusqu'au parc. La vitesse n'est pas une question de se dépêcher. C'est une question que votre corps puisse encore répondre quand il en a besoin. C'est une question d'être encore dans votre vie, pas juste de la regarder passer. Signe 3. Si vous pouvez tenir sur un pied. Celui-ci m'a surprise. J'avais 77 ans. J'étais allée à un petit cours communautaire au centre des seniors. Un truc d'équilibre et de mouvement pour lequel Sarah m'avait inscrite sans demander. J'ai failli ne pas y aller. Mais j'y suis allée. L'instructrice, une femme dans la cinquantaine avec le genre de gaieté implacable qui m'épuisait, nous a tous fait lever. « D'accord, dit-elle joyeusement. Essayons de tenir sur un pied. Juste 10 secondes. J'ai pensé, c'est absurde. J'ai levé mon pied droit et j'ai immédiatement commencé à basculer. J'ai attrapé le dossier de la chaise devant moi, le cœur battant, le visage chaud. Autour de moi, quelques autres personnes vacillaient. Mais la plupart d'entre elles, des gens de mon âge, même plus âgés, se tenaient là facilement. Stables. Équilibré? Je ne pouvais pas le faire. J'ai essayé l'autre pied. Même chose. J'ai senti tout mon corps basculer sur le côté dès que j'ai levé mon talon. L'instructrice s'est approchée, souriante. « C'est bon, dit-elle. L'équilibre demande de la pratique. » J'ai acquiescé. J'ai souri en retour. J'ai fait semblant que ça ne me dérangeait pas. Mais je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré pour la 2e fois en 3 ans.
Parce que voici ce que j'avais appris, assise dans le cabinet du docteur Lemoine quelques semaines plus tard, après avoir finalement admis ce qui s'était passé. L'équilibre n'est pas juste une question de ne pas tomber. C'est un signe que votre cerveau, vos muscles et vos nerfs communiquent encore tous. Quand cette communication se rompt, tout commence à mal tourner. Vous tombez, vous vous cassez la hanche. Vous vous retrouvez à l'hôpital, puis dans un établissement, puis... Eh bien, vous savez comment cette histoire se termine. Les gens qui ne peuvent pas s'équilibrer, dit le docteur Lemoine, ne vivent généralement pas aussi longtemps. Il l'a dit gentiment, mais je l'ai entendu. J'ai commencé à pratiquer. À la maison, seule, en me tenant au comptoir de la cuisine et en levant un pied aussi longtemps que je pouvais. 5 secondes, puis 7, puis 10. Ça a pris des mois. Mais la semaine dernière, je me suis tenue dans ma cuisine. Pas de comptoir, pas de chaise, et j'ai gardé mon pied droit en l'air pendant 15 secondes. Je ne l'ai dit à personne. Ça semblait trop petit, trop idiot. Mais je savais ce que ça signifiait. Ça signifiait que je n'avais pas encore fini. Si vous lisez encore ceci, et j'espère que oui, essayez-le. Maintenant, levez-vous. Levez un pied. Pouvez-vous le tenir ? Si vous ne pouvez pas, n'ayez pas honte. Remarquez juste, votre corps essaie de vous dire quelque chose. Signe 4, comment vous dormez ? Je dormais comme une souche. C'est ce que Richard disait. Tu pourrais dormir à travers une tornade, Marguerite. Mais quelque part dans mon milieu de 70 ans, ça a changé. Je me réveillais à 2 heures du matin, bien réveillée. Mon esprit s'agitait à propos de rien d'important. Est-ce que j'avais verrouillé la porte arrière ? Est-ce que j'avais payé la facture de gaz ? C'était quoi ce bruit ? Je restais allongée là pendant 1 heure, parfois 2, avant de me rendormir. Puis je me réveillais à 6 heures avec l'impression de ne pas avoir dormi du tout. Je me disais que c'était normal. Tout le monde de mon âge se plaignait du sommeil. Mais j'ai commencé à remarquer les effets. Je m'asseyais l'après-midi et me sentais soudainement épuisée. Ma mémoire s'est détériorée. Je ne pouvais pas me souvenir si j'avais pris mes pilules. Je ne pouvais pas me souvenir quel jour de la semaine on était. Ma patience s'est amincie. Tout semblait plus difficile. Et puis un matin, je me suis retrouvée debout dans la cuisine sans aucune idée de pourquoi j'y étais allée. Je suis restée là, fixant le comptoir, essayant de me souvenir. Rien. Ça m'a fait plus peur que le bocal, plus que le passage piéton, plus que l'équilibre, parce que perdre son corps est une chose, perdre son esprit en est une autre. Le docteur Lemoine, encore, m'a demandé à propos de mon sommeil. « Combien d'heures dormez-vous » ? « Assez, ai-je dit. »« Combien, Marguerite » ? 4, peut-être 5. Il n'a rien dit pendant un long moment. « Votre cerveau a besoin de sommeil, dit-il finalement. C'est quand il élimine les déchets. Quand il traite la mémoire, si vous ne dormez pas, vous ne lui donnez pas la chance de faire son travail. Il a parlé d'études du sommeil, de routines, de supprimer la caféine, de garder la pièce sombre, d'aller au lit à la même heure tous les soirs. J'ai essayé, et ça a aidé, un peu. Mais le vrai changement est venu quand j'ai arrêté d'essayer de réparer mon sommeil et que j'ai commencé juste à le laisser être ce qu'il était. Certaines nuits, je dors 6 heures, certaines nuits 4. Mais j'ai arrêté de rester allongée là, à paniquer à ce sujet. Et d'une certaine manière, ça l'a amélioré. Je me réveille encore parfois. Mais maintenant, je me lève, je fais du thé, je m'assois dans le calme. Et dernièrement, j'ai recommencé à mieux dormir. Pas parfaitement, mais mieux. Signe 5, de quoi vous avez encore faim ? J'ai arrêté de manger correctement vers 78 ans. Pas d'un coup. C'est arrivé lentement, comme la plupart des choses dangereuses. Je me faisais un sandwich et en mangeais la moitié. Le reste restait dans l'assiette jusqu'à ce que je l'emballe finalement et le mette au réfrigérateur où il restait jusqu'à ce que je le jette 3 jours plus tard. Le dîner est devenu un bol de soupe, parfois juste des crackers et du fromage. Je me disais que je n'avais plus aussi faim, que c'était normal, que les personnes âgées n'ont pas besoin d'autant de nourriture. Mais mes vêtements ont commencé à pendre différemment. Mes bagues sont devenues lâches.
Et un matin, me regardant dans le miroir de la salle de bain, j'ai vu ma clavicule saillir d'une manière qu'elle n'avait jamais fait auparavant. J'avais l'air squelettique. Sarah l'a remarqué avant moi. Elle était passée un après-midi, c'était peut-être il y a 6 mois, et m'a trouvée dans la cuisine, fixant l'intérieur du réfrigérateur. « Madame Marguerite, c'est quand la dernière fois que vous avez pris un vrai repas ?»« J'ai mangé, » ai-je dit. « Quoi ?» Je ne pouvais pas me souvenir. Elle n'a rien dit, a juste commencé à sortir des choses de mon réfrigérateur. M'a fait asseoir, des œufs brouillés, des toasts, des quartiers d'orange. A mis l'assiette devant moi. « Mangez, dit-elle. Pas méchamment, juste fermement. J'ai pris la fourchette. La première bouchée n'avait aucun goût. La deuxième bouchée, j'ai dû me forcer à l'avaler. Mon estomac se sentait tendu, résistant. Mais j'ai continué à manger parce que Sarah regardait. À mi-chemin, quelque chose a changé. J'ai réalisé que j'avais faim. J'avais juste arrêté de le remarquer. Quand vous arrêtez de manger, votre corps commence à se consumer lui-même. C'est ce que le docteur Lemoine m'a dit quand j'ai finalement admis que j'avais perdu 7 kilos sans essayer. Vous perdez de la masse musculaire, Marguerite. Votre système immunitaire s'affaiblit. Votre cerveau n'obtient pas ce dont il a besoin. Il a parlé de protéines, de densité nutritionnelle, de comment les corps âgés ont besoin de plus de nutrition, pas moins, parce qu'ils travaillent plus dur juste pour se maintenir. Mais voici ce qu'il n'a pas dit, et ce que j'ai dû découvrir par moi-même. J'avais arrêté de manger parce que j'avais arrêté de m'en soucier. Pas de manière dramatique, suicidaire, juste de cette manière silencieuse où vous arrêtez de voir l'intérêt de l'effort. Cuisiner pour une seule personne semblait ridicule. Manger seul semblait plus solitaire que ne pas manger du tout. La nourriture avait toujours été à propos des autres. Nourrir Richard, nourrir mes enfants. Et quand ils étaient partis, l'acte de me nourrir moi-même semblait inutile. J'ai commencé petit. Un vrai repas par jour, même si c'était juste des œufs et des toasts, même si je n'en voulais pas. Et Sarah, sans que je demande, a commencé à apporter des choses. Un contenant de soupe, une casserole qui accidentellement en avait fait trop. Elle n'en faisait jamais toute une histoire. Laissait juste ça sur mon comptoir et disait « Mange ça ce soir, d'accord ?» Ça a aidé, pas parce que la nourriture était spéciale, mais parce que quelqu'un faisait attention. Et lentement, mon appétit est revenu, pas complètement, mais assez pour que je puisse goûter les choses à nouveau. Assez pour que je commence à attendre le petit déjeuner avec impatience. Assez pour que mon corps arrête de disparaître. Signe 6. Comment vous portez ce qui fait mal? Le truc avec le stress, c'est qu'il ne ressemble pas à du stress quand vous le vivez. Il ressemble juste à la vie. Pendant des années, j'ai porté l'inquiétude comme une seconde peau. Inquiétude à propos de Richard, inquiétude à propos de l'argent, inquiétude à propos de mes enfants, mes petits-enfants, la maison, l'avenir. Je pensais que c'est ce qu'être responsable signifiait. Tout porter, garder le contrôle. Mais le stress, il s'avère, tue les gens de mon âge plus vite que presque n'importe quoi d'autre. Je ne le savais pas jusqu'à ce que je me retrouve à l'hôpital à 79 ans. Ça a commencé avec une douleur à la poitrine, une douleur aiguë et serrée qui rendait difficile de respirer. J'étais debout dans la cuisine, faisant la vaisselle, entre toutes choses, et soudain je ne pouvais pas reprendre mon souffle. Je me suis assise. J'ai attendu que ça passe. Ça n'a pas passé. Sarah m'a trouvée 1 heure plus tard, encore assise à la table de cuisine, pâle et transpirante. Elle a appelé le 15 avant que je puisse l'arrêter. Les ambulanciers sont venus, ont fait leurs tests, m'ont emmenée à l'hôpital. Ce n'était pas une crise cardiaque. Ils ont fait tous les tests et mon cœur allait bien. Anxiété, dit le médecin des urgences. Réponse au stress sévère. J'ai failli rire. Je n'étais pas anxieuse. J'allais bien. Mais ensuite, il m'a posé des questions. Est-ce que je dormais? Est-ce que je mangeais? Est-ce que quelque chose de stressant s'était passé récemment? Et j'ai réalisé tout était stressant. Tout le temps. Je pensais juste que c'était normal. Le médecin a parlé de cortisol, de comment le stress chronique garde votre corps en mode combat-fuite jusqu'à ce qu'il s'effondre,
de comment les gens qui ne peuvent pas gérer le stress ont des taux plus élevés de maladies cardiaques, d'AVC, de déclin cognitif. Vous devez trouver des moyens de calmer votre système nerveux, dit-il. J'ai acquiescé, mais je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Je suis rentrée chez moi et j'ai continué à m'inquiéter. Parce que qu'est-ce que j'étais censée faire d'autre? C'était Emma, en fait, qui m'a appris quelque chose que j'aurais dû savoir des décennies auparavant. Elle était là un après-midi coloriant à ma table de cuisine. J'étais assise en face d'elle, fixant une pile de factures, sentant cette tension familière dans ma poitrine. Emma a levé les yeux. « Madame Marguerite, vous refaites le truc de la respiration. » « Quel truc de la respiration? La respiration rapide? » Comme ça. Elle a haleté rapidement, ses petites épaules montant et descendant. Je ne l'avais même pas remarqué. Ma maman dit que quand je fais ça, je dois faire de grandes respirations. Elle a démontré. Respiration lente et profonde. Longue expiration. J'ai essayé, juste pour lui faire plaisir. Et quelque chose dans ma poitrine s'est relâché. Nous sommes restés assises là ensemble, respirant. Une enfant de 8 ans et une femme de 80 ans, faisant quelque chose que je n'avais jamais appris à faire, lâcher prise. Je m'inquiète encore. Je le ferai probablement toujours. Mais j'ai commencé à remarquer quand mon corps se tend, quand ma respiration devient superficielle, quand je porte une tension que je n'ai pas besoin de porter. Et parfois je m'arrête, je respire, je laisse passer. Pas parce que je suis devenu un maître zen, mais parce que je comprends finalement que m'accrocher à tout me tuera plus vite que lâcher prise. Avant de continuer, et j'ai presque fini, je dois vous dire quelque chose. Il y a quelques mois, mon petit-fils est venu me rendre visite. C'est le silencieux, celui qui travaille avec les ordinateurs. Il s'est assis à cette même table de cuisine et il a dit « Grand-mère, tu parles de toutes ces choses, l'équilibre, le sommeil, manger, gérer le stress. Mais la plupart des gens ne peuvent pas tout se rappeler. Ils regardent tes vidéos, ils hochent la tête, et puis la vie arrive et ils oublient. Je sais, ai-je dit. Alors j'ai construit quelque chose, dit-il. Pour toi, pour elle. Il avait passé 2 semaines à programmer, dormant à peine, construisant ce qu'il appelait l'application Liberté. Tout ce dont nous parlons, les rappels pour bouger, pour manger, pour se reposer. Les exercices pour l'équilibre et la force de préhension. Les guides de respiration pour le stress. Même un moyen de suivre votre sommeil et vos routines quotidiennes. Et une partie où vous pouvez me parler. Pas vraiment moi, mais quelque chose d'assez proche. Une voix qui ressemble à la mienne, disponible à tout moment où vous en avez besoin. Les femmes ont besoin de ça sur leur téléphone, dit-il, où elles peuvent l'utiliser tous les jours. Nous l'avons construit ensemble. Je lui ai dit ce qui importait. Il l'a fait fonctionner. C'est là maintenant. Et ça aide déjà. Linda, une des femmes qui regarde ces vidéos, m'a écrit la semaine dernière. Elle a dit que les vérifications quotidiennes ont tout changé pour elle, qu'elle dort enfin mieux parce que l'application lui rappelle de se calmer à la même heure tous les soirs, qu'elle est plus forte parce qu'elle fait réellement les exercices maintenant au lieu de juste avoir l'intention de le faire. Barbara, une autre téléspectatrice, a dit que les rappels de médicaments lui ont sauvé la vie. Littéralement, elle avait oublié ses pilules pour la tension artérielle. Mes propres enfants détestent que j'ai fait ça. Ils pensent qu'une femme de 83 ans ne devrait pas s'impliquer dans les applications. Ils m'ont demandé de la retirer. Ils sont gênés. Mais tant qu'il y a une femme qui m'écrit pour me remercier, je ne le ferai pas. Si vous en avez besoin, c'est là. Le lien est dans le commentaire épinglé. Mon petit-fils et moi l'avons fait pour vous. Signe 7, qui est encore à vos côtés. Le dernier signe, et peut-être le plus important, ne concerne pas du tout votre corps. Il concerne qui vous avez encore. J'ai survécu à la plupart des gens que j'aimais. Richard est parti il y a 6 ans. Mes parents, depuis des décennies, des amis que je connaissais depuis ma jeunesse, partis. Un par un, les gens qui me connaissaient quand j'étais encore moi-même ont disparu. Et la solitude, il s'avère, est aussi dangereuse que fumer. Je ne le croyais pas quand je l'ai entendu pour la première fois.
Ça ressemblait au genre de choses que les gens disent pour vous faire sentir mieux d'être seul. Mais c'est vrai, étude après étude montre que les personnes avec de fortes connexions sociales vivent plus longtemps. Et les personnes isolées, même si elles sont physiquement en bonne santé, meurent plus tôt. Votre corps sait quand vous êtes seul, et il abandonne plus vite. J'ai commencé à le remarquer en moi environ 1 an après la mort de Richard. Je passais des jours sans parler à personne. Je voyais Sarah en passant, faisait un signe, rentrait à l'intérieur. J'ai arrêté de répondre au téléphone, arrêté d'aller à l'église, arrêté de me donner la peine. Ce n'était pas que j'étais triste exactement, j'étais juste fatiguée de faire semblant d'avoir encore quelque chose à dire. Et puis un après-midi, Emma a frappé à ma porte. « Maman dit que tu es seule », a-t-elle annoncé. Alors j'ai apporté des cartes. Elle n'a pas attendu d'invitation. Elle est juste entrée, s'est assise à la table et a commencé à mélanger. Nous avons joué à la bataille pendant 1 heure. Elle m'a battue à chaque fois et elle était ravie. Quand Sarah est venue la chercher, Emma m'a fait un câlin et a dit « Même heure la semaine prochaine ?» J'ai dit oui avant de pouvoir y réfléchir. Cette routine, petite, ordinaire, sans particularité, m'a sauvée. Pas parce qu'Emma faisait quelque chose de profond, mais parce qu'elle m'a fait me souvenir que j'existais encore dans la vie de quelqu'un d'autre, que je n'étais pas encore invisible. La connexion sociale ne signifie pas que vous avez besoin de dizaines d'amis ou d'un agenda bien rempli. Ça signifie avoir quelqu'un, une personne qui remarque si vous êtes parti, une personne qui s'attend à ce que vous vous manifestiez. Pour moi, c'est Sarah et Emma. Pour vous, ce pourrait être un voisin, un frère ou une sœur, un ami d'il y a 50 ans que vous rappelez finalement. Peu importe qui c'est. Ce qui importe, c'est qu'il soit là. Je regarde ma vie maintenant et je vois à quel point j'ai été proche de disparaître. Pas mourir, disparaître. Me laisser s'effacer parce que je pensais que c'est ce que vieillir signifiait. Devenir plus silencieuse, plus petite, moins. Mais chacun de ces signes, ma prise, ma vitesse, mon équilibre, mon sommeil, mon appétit, mon stress, mes connexions, ils m'avertissaient tous. Pas que j'étais en train de mourir, que je choisissais de lâcher prise. Et au moment où j'ai commencé à faire attention, au moment où j'ai commencé à me battre en retour de petites manières silencieuses, tout a changé. Je n'ai pas inversé le temps. Je ne suis pas redevenue jeune, mais je suis redevenue présente. Et ça, je pense, c'est la différence entre les gens qui vivent bien dans leurs 80 et 90 ans et les gens qui sont déjà partis à 75 ans. Ce n'est pas la chance, ce ne sont pas les gènes, c'est si vous faites encore attention, si vous pensez encore que vous valez l'effort. Signe 7, suite, qui se manifeste. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Il y a environ 3 ans, je suis retournée voir le docteur Lemoine pour un contrôle régulier. Cabinet différent à ce moment-là. Il avait déménagé dans un bâtiment plus récent, mais même manière stable et prudente de parler. Il a ouvert mon dossier sur son ordinateur, a fait défiler, s'est arrêté. « Marguerite », dit-il lentement. « Vous souvenez-vous du docteur Marchand ?» Je m'en souvenais. C'était celui qui m'avait donné 5 ans. Celui qui m'avait regardé comme si j'étais déjà à moitié dans une entreprise de pompes funèbres. Il a pris sa retraite l'année dernière, dit le docteur Lemoine. Mais il a gardé des notes sur les patients qu'il pensait être des cas intéressants. Vous étiez l'un d'entre eux. Intéressant, ai-je répété. Il ne pensait pas que vous arriveriez à 80 ans. Le docteur Lemoine a tourné l'écran vers moi. C'était là, en langage clinique. Facteur de risque élevé. Indicateur de mobilité limitée. Marqueur d'isolement social. Mortalité projetée. 5-7 ans à partir de l'évaluation initiale. Je fixais ces mots. Le docteur Marchand m'avait rayé. Pas cruellement. Juste professionnellement. Il avait regardé les données et fait une prédiction raisonnable. Il avait eu tort. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Demanda le docteur Lemoine. Et il y avait une vraie curiosité dans sa voix, pas juste de la politesse. Parce que selon ceci, vous ne devriez pas être là. J'y ai pensé, vraiment pensé, et j'ai réalisé. J'avais fait quelque chose que les graphiques du docteur Marchand ne pouvaient pas mesurer.
J'avais décidé que je n'avais pas fini. Voici ce que je veux dire. Après la mort de Richard, j'ai eu un choix. Pas un choix conscient, pas quelque chose que je me suis assise et ai décidé, mais un choix quand même. Je pouvais lâcher prise, arrêter d'essayer, accepter que mes années utiles étaient derrière moi et juste attendre. Où je pouvais trouver une petite chose qui avait encore besoin de moi. Pendant un moment, je ne savais pas ce qu'était cette chose. Et puis Sarah a emménagé 2 portes plus loin avec un nourrisson qui criait et de l'épuisement dans les yeux. Et quelques années plus tard, Emma a commencé l'école. Et Sarah a demandé, si prudemment, si avec des excuses, si je pourrais peut-être ramener Emma de l'école parfois. Je sais que c'est beaucoup demandé, dit-elle. Et si tu ne peux pas? Je peux, ai-je dit. Je ne savais pas si je pouvais, mais j'ai dit oui quand même. Cette marche, 15 minutes, 3 fois par semaine, est devenue la chose qui me gardait en mouvement. Parce que si je ne restais pas assez forte pour marcher, je ne pouvais pas aider Sarah. Et si je ne pouvais pas aider Sarah, à quoi je servais? Ça semble petit. Ça semble presque pathétique, n'est-ce pas? Une femme de 80 ans trouvant un but en ramenant une élève de CE2 de l'école. Mais ce n'était pas petit, c'était tout. Parce qu'une fois que j'ai eu une raison de rester forte, j'ai commencé à remarquer tous les autres signes. La prise faible, le rythme lent, le mauvais équilibre, le mauvais sommeil. J'ai commencé à les réparer. Pas tout d'un coup, pas parfaitement, mais j'ai commencé à faire attention. Et plus je faisais attention, plus je réalisais, mon corps ne m'abandonnait pas. C'était moi qui l'abandonnais. Il y a un moment auquel je pense beaucoup. C'était il y a environ 2 ans. Je ramenais Emma à la maison et il avait neigé la nuit précédente. Le trottoir était glissant. Emma a glissé. Je l'ai attrapée. J'ai saisi son bras, l'ai stabilisé, l'ai empêchée de tomber. Elle m'a regardée, surprise. « Vous êtes forte, Madame Marguerite ?» J'ai failli rire. Je ne me sentais pas forte. Ma main me faisait mal d'avoir agrippé son manteau. Mes genoux protestaient contre le mouvement soudain. Mais je l'avais fait. Je l'avais gardé en sécurité. Et en rentrant après, seule, j'ai réalisé quelque chose. Je ne l'aidais pas seulement. Elle m'aidait parce que chaque fois que je la ramenais à la maison, chaque fois que je m'assurais d'être assez stable et assez forte et assez alerte pour la garder en sécurité, je me gardais aussi en vie. C'est ce que le graphique du docteur Marchand ne pouvait pas mesurer. Le but, pas le grand genre noble, pas trouver votre passion ou vivre votre meilleure vie ou toutes ces bêtises qu'ils mettent sur les affiches inspirantes. Juste le petit sens obstiné que quelqu'un a encore besoin que vous vous manifestiez. Ça n'a pas besoin d'être un enfant. Ça n'a même pas besoin d'être une personne. Je connais une femme, Dorothée, habite 3 rues plus loin, qui a 91 ans. Elle s'occupe d'un jardin plus grand que celui de la plupart des gens à 70 ans. Se lève chaque matin, sort, arrache les mauvaises herbes. « Je ne peux pas laisser tomber les tomates », m'a-t-elle dit un jour, complètement sérieuse. Elle a survécu à toute sa famille, mais elle est encore là, parce que les tomates ont besoin d'elle. Je ne dis pas que le but seul vous sauvera. Si vous ignorez tous les autres signes, si vous perdez votre prise, bougez lentement, mangez mal, dormez mal, vous noyez dans le stress, isolé de tous, le but ne sera pas suffisant. Mais si vous faites attention à ces choses, si vous faites le petit travail de rester fonctionnel, le but est ce qui vous donne envie de continuer à le faire. C'est la différence entre exister et vivre, entre attendre de mourir et insister pour être là. Je pense aux gens que j'ai connus qui sont morts trop tôt. Pas du cancer ou de crise cardiaque ou de tragédie soudaine, juste de s'arrêter. Ils ont pris leur retraite et n'avaient rien à faire. Alors ils se sont assis et s'asseoir est devenu ne pas bouger. Et ne pas bouger est devenu faiblesse. Et la faiblesse est devenue maladie et la maladie est devenue la faim. J'ai vu ça arriver au frère de Richard, Tom. Retraité à 65 ans, mort à 67, en bonne santé quand il a arrêté de travailler. Parti 2 ans plus tard. Il a juste abandonné, a dit Richard aux funérailles. Je ne comprenais pas alors. Je comprends maintenant. Tom n'avait pas de raison de se lever le matin.
Alors finalement, il a arrêté de se lever. Le 7e signe, celui qui pourrait importer le plus, n'est pas si vous avez des gens autour de vous. C'est si vous avez des gens qui ont besoin que vous soyez là. Pas dans le sens d'un fardeau, pas dans le sens vous êtes responsable de tout le monde, juste dans le sens quelqu'un remarque quand vous êtes parti. Quand Emma est à ma table de cuisine à faire ses devoirs, j'importe. Quand Sarah envoie un texto pour demander si j'ai besoin de quelque chose du magasin, j'importe. Quand Linda et Barbara m'écrivent pour me dire que l'application les aide à mieux dormir, j'importe. J'existe dans la vie d'autres personnes. Et ce lien, aussi mince soit-il, me garde ici. Alors voici ce que j'ai appris 11 ans après qu'un médecin m'ait dit qu'il m'en restait 5. Votre corps vous dira la vérité si vous êtes prête à écouter. Prise faible, vous perdez du muscle, réparez-le. Marche lente, vous perdez la fonction cardiovasculaire, réparez-le. Mauvais équilibre, vous perdez la coordination, réparez-le. Mauvais sommeil, vous perdez le temps de récupération, réparez-le. Pas d'appétit, vous perdez du carburant, réparez-le. Stress constant, vous perdez la résilience, réparez-le. Pas de connexion, vous perdez votre raison, réparez-le. Aucune de ces choses n'est mystérieuse. Aucune d'entre elles ne nécessite de traitement coûteux ou d'intervention compliquée. Elles nécessitent juste que vous remarquiez et que vous décidiez que vous valez encore l'effort. J'ai 83 ans. Je ne suis pas censée être là. Le graphique l'a dit, mais je suis encore là parce que j'ai continué à me manifester. Pour Emma, pour Sarah, pour moi-même. Je suis encore là parce que j'ai fait attention à mon corps quand il chuchotait au lieu d'attendre qu'il crie. Je suis encore là parce que j'ai refusé de devenir invisible. Et si vous regardez ceci, si vous êtes resté avec moi aussi longtemps, j'ai besoin que vous entendiez ceci. Vous n'êtes pas invisible non plus. Votre corps essaie de vous dire quelque chose. Peut-être qu'il essaye depuis des années. Écoutez, pas parce que vous avez peur de mourir, mais parce que vous méritez de vraiment vivre les années qu'il vous reste. Il y a une photo sur ma cheminée. C'est de l'été dernier. Sarah l'a prise. Moi et Emma assises sur mes marches, mangeant des glaces à l'eau. Emma a du jus rouge qui coule sur son menton, et je ris de quelque chose qu'elle a dit. J'ai l'air vieille sur cette photo. Je ne ferai pas semblant que non, mais j'ai aussi l'air vivante. Et c'est tout l'intérêt, n'est-ce pas? Pas de vivre pour toujours, mais d'être pleinement présente dans le temps que vous avez, d'importer, de bouger, de remarquer, de se connecter, de refuser de s'effacer. Je ne sais pas combien de temps il me reste, peut-être une autre année, peut-être 10 autres, mais je sais ceci, je le passerai à faire attention, à mes mains, à mes pas, à mon équilibre, à mon repos, à ma nourriture, à ma respiration, aux gens qui ont encore besoin de moi, parce que chacune de ces choses est un choix, et je choisis de rester. Vous savez ce qui est étrange? Quelques mois après ce rendez-vous avec le docteur Lemoine, après qu'il m'ait montré la prédiction du docteur Marchand, je suis tombée sur le docteur Marchand lui-même. J'étais à la pharmacie. Il récupérait une ordonnance, bougeant lentement, s'appuyant sur une canne. Il avait peut-être 70 ans maintenant, avait l'air plus vieux. Il m'a vu, a fait un double take. Marguerite Dubois? C'est exact. Il m'a fixé comme si j'étais un fantôme. Vous avez l'air en forme. Je vais bien, ai-je dit. Il a secoué la tête presque en riant. Je vous ai donné 5 ans. C'était il y a plus d'une décennie. Je sais. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai pensé à comment répondre. Pensez à expliquer les exercices de force de préhension, la routine de marche, la pratique de l'équilibre, l'hygiène du sommeil, les repas, la respiration, les connexions. Au lieu de cela, j'ai juste dit « Je ne vous ai pas écouté ». Il a ri, vraiment ri. Eh bien, je suis content que vous ne l'ayez pas fait. Nous avons parlé encore quelques minutes. Il m'a dit qu'il avait eu un AVC il y a 2 ans, que la retraite avait été plus difficile qu'il ne s'y attendait, qu'il aurait aimé faire plus attention à sa propre santé au lieu de juste celle de tout le monde d'autre. « Vous avez fait quelque chose de bien, dit-il avant qu'on se sépare. Je ne sais pas ce que c'était, mais continuez à le faire. Je le fais.
J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à ce que je veux laisser derrière, pas des choses. Je n'ai pas grand-chose qui vaille la peine d'être laissé, mais peut-être quelque chose qui importe plus, un rappel qu'il n'est jamais trop tard pour faire attention. Que votre corps vous parle encore, même maintenant, que de petits changements, minuscules, presque invisibles changements, peuvent s'additionner en années, que vous n'avez pas fini tant que vous n'avez pas décidé que vous avez fini. Si vous avez 70, 80, même 90 ans et que vous vous êtes remarqué ralentir, vous affaiblir, vous effacer, s'il vous plaît, n'acceptez pas ça comme inévitable. Testez votre prise, chronométrez votre marche, essayez de tenir sur un pied, remarquez votre sommeil, faites attention à votre appétit, surveillez votre stress, tendez la main à quelqu'un. Et si vous vous trouvez en train d'échouer ces tests, ne paniquez pas. Commencez juste, commencez petit, commencez aujourd'hui, parce que votre corps est plus résilient que vous ne le pensez. Et vous avez plus de temps qu'on ne vous a dit, mais seulement si vous êtes prête à vous battre pour ça. Je suis reconnaissante pour ces 11 années supplémentaires, reconnaissante pour les matins où je me réveille et mon corps fonctionne encore. Reconnaissante pour le son de la voix d'Emma dans ma cuisine. Reconnaissante pour les textos de Sarah qui prend de mes nouvelles. Reconnaissante pour les femmes qui m'écrivent pour me dire que l'application aide. Reconnaissante pour les soirées d'été où je peux encore marcher jusqu'au bout du pâté de maison et revenir. Reconnaissante pour chaque moment ordinaire que je n'étais pas censée avoir. Parce que voici la vérité. Je n'ai pas obtenu plus de temps en ayant de la chance. J'ai obtenu plus de temps en refusant de lâcher prise. Il y a une ligne d'un vieux poème que j'ai lu un jour. Je ne peux pas me souvenir qui l'a écrit, ni même de la plupart des mots, mais une partie est restée avec moi. Ne pars pas doucement, c'est ça. C'est tout le message. Ne pars pas doucement. Bedstoy, remarque, bouge, mange, dors, respire. Connecte-toi, reste, pas pour toujours. Juste plus longtemps qu'ils ont dit que tu le ferais. Assez longtemps pour importer. Assez longtemps pour voir un été de plus. Assez longtemps pour entendre un « je t'aime » de plus. Assez longtemps pour prouver que les graphiques avaient tort. Merci d'être resté avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir écouté une vieille femme parler de force de préhension et de vitesse de marche et de tout le petit travail ingrat de rester en vie. J'espère que quelque chose que j'ai dit restera avec vous. Pas comme un conseil, je ne suis pas qualifiée pour donner des conseils, mais comme un rappel, vous êtes encore là, et ça signifie quelque chose? Alors faites attention, remarquez les signes, faites les petits changements, et si vous avez besoin d'aide pour vous souvenir, l'application Liberté est là. Mon petit-fils et moi l'avons faite pour vous. Le lien est dans le commentaire épinglé. J'ai aussi tout noté, pas seulement ces 7 signes, mais toutes les choses que j'ai apprises sur bien vivre après 70 ans, sur les limites et la solitude et faire la paix avec qui vous êtes. C'est dans un livre? Je suis honnêtement un peu timide à ce sujet. Ma fille Suzanne pense que je devrais le retirer, mais c'est là si vous le voulez. Le lien est aussi dans le commentaire épinglé. Cliquez maintenant avant que je perde mon courage. Et si vous avez trouvé cela utile, abonnez-vous. Venez vous asseoir avec moi à nouveau. Parce que tant que les gens écoutent encore, je continuerai à parler. Merci. Et je vous verrai bientôt.